Pour comprendre la situation actuelle, avant de parler des perspectives sur l'urée, il faut faire une rétrospective parce qu'on m'a demandé comment ça se fait que les prix sont aussi hauts, sont aussi volatiles. Et pour comprendre la campagne actuelle, il faut comprendre la campagne passée. Il faut aussi prendre du recul sur la situation. Comme vous le savez tous, on a vécu une crise sanitaire sans précédent avec le Covid. Probablement la dernière fois qu'on a eu une crise aussi forte, c'était il y a plus de 100 ans avec la grippe espagnole. On a eu une crise énergétique aussi sans précédent. La dernière fois, ça devait être dans les années 70 pour que ce soit aussi exacerbé. Et enfin, on a aussi la guerre aux portes de l'Europe, ce qui est probablement pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on se retrouve avec tous ces événements conjugués sur une période de temps très courte. Et évidemment, ça impacte beaucoup d'industries. Et celle qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle énormément du gaz, de la crise du gaz, donc c'est un élément extrêmement important et c'est celui qui va diriger la campagne actuelle, c'est vrai. Par contre, l'année passée, l'essentiel de la hausse des fertilisants était anticipable et dû tout simplement aux fondamentaux. Il y avait plus de demandes que d'offres. Pour comprendre la campagne, on avait des marchés azotés qui étaient structurellement short, structurellement déficitaires. On avait une augmentation structurelle de la demande dans des grands marchés directeurs, comme l'Inde. Par exemple, il y a 2 ans, ils ont importé 2,2 millions de tonnes en plus. L'année dernière, c'était 3 millions de tonnes supplémentaires. Le Brésil avait augmenté pareil en N-2 à 1 million de tonnes de demande en plus. Et l'année dernière, 2 millions de tonnes de demande en plus. Donc on se retrouvait avec des équilibres déjà déstructurés d'un point de vue de demande. Vous aviez une baisse de la production en Chine. En Chine, 70% des usines fonctionnent au charbon, 30% au gaz. Et il y avait un rythme de fermeture des usines à charbon. En général, les nouvelles usines qui ouvrent en Chine sont des usines à gaz. Pour le coup, le rythme de fermeture était supérieur au rythme d'ouverture de nouvelles usines. La Chine, il y a 6-7 ans, exportait 13 millions de tonnes par an. Cette année, ils vont exporter 1,8 million de tonnes. C'est divisé par 10. Parce que, comme dans leur économie générale, ils se concentrent sur la demande, sur leur marché intérieur. Une autre chose qui a mis de l'attention sur ce marché, c'est qu'on était dans un contexte de stock bas. Un autre point qui est essentiel, c'est qu'on n'a pas eu, l'année dernière, on a eu une absence de nouvelles campagnes. C'est-à-dire que les prix étaient très élevés au départ quand la campagne a démarré en mai-juin. Donc l'essentiel des achats, ceux qui ont acheté de l'urée en France, c'est pour la plupart ceux qui avaient des contraintes de réception. Donc la plupart, ce sont des producteurs d'urée inhibés. L'année dernière, les Français ont acheté du CAN relativement tôt. Et à la différence, le marché allemand qui était frappé par une sécheresse, ou alors les Belges, n'ont pas bougé tout de suite en canne. Donc à l'échelle européenne, on s'aperçoit qu'il y avait aussi d'autres marchés qui avaient pris du retard. On avait d'autres marchés azotés qui étaient en retard, parallèlement. Il y a eu notamment le marché de l'ammonitrate et du CAN, comme ce que je viens d'évoquer avec l'Allemagne ou la Belgique. Il y a eu aussi un contexte d'incertitude politique avec le cas du Brexit. Les Anglais, il y a eu une mauvaise mise en marché de l'ammonitrate, ça a démarré très très bas en fait. CF au Royaume-Uni a démarré ses prix d'un mot très bas. Et donc ça n'a pas incité les distributeurs là-bas à prendre position. Ils ne voulaient pas acheter de l'urée parce qu'ils se disaient mais c'est trop cher par rapport à l'ammonitrate. Mais en fait, ça a été un mauvais prix de départ qui a porté à erreur en fait l'ensemble des distributeurs sur le Royaume-Uni. Et à la veille de l'été dernier, normalement, le Royaume-Uni est couvert autour de 175 000 tonnes. Ils avaient couvert que 17 000 tonnes, pour vous montrer à quel point le marché était déjà en retard à ce moment-là. On avait eu, en avril l'année dernière, la Biélorussie qui est repassée sous sanctions américaines. Ça a enlevé du marché à peu près 350 à 400 000 tonnes de solutions azotées. Et ça venait principalement en France. On a eu une maintenance très importante en Lituanie pendant 3 mois, sachant que ça a retiré 300 000 tonnes du marché. Donc ça a été minoré par le marché. Mais en fait, l'effet de cette absence de la Lituanie pendant 3 mois, ça a eu le même effet que le total des exports biélorusses pendant 1 an. Ces deux événements, ils sont arrivés en même temps. Normalement, on sait que la solution azotée, c'est un produit qui est plus ou moins dans des années classiques, qui est en corrélation avec le prix des céréales. Quand les gens voyaient le prix de la solution azotée monter, mais que les grains ne suivaient pas, ils disaient ça finira par se réaligner. Et en fait, nous, sachant qu'on a la tête dans le guidon tous les jours, on pressentait, on voyait que le marché était short, et donc on ne pouvait pas réfléchir avec les mêmes repères. Et pour le coup, le marché a pris énormément de retard, et était très peu couvert à peu près au même moment à N-1, l'année dernière à ce même moment. Ensuite, on a eu un effet
Covid aussi qui a participé à faire monter les prix de manière très très forte. C'est des problèmes logistiques. Vous aviez un fret maritime qui avait explosé avec notamment, quand vous regardez le Baltic Dry Index, ça vous permet de voir combien coûte un fret. C'est un index qui vous montre le fret vraquier. Il avait pris 300% à ce moment-là l'année dernière. Donc par exemple, pour amener un bateau à Nantes, dans une année classique où ça nous coûtait 20 $ la tonne, ça nous coûtait 90 $ de le faire. La plupart des producteurs de sulfate d'ammoniac en Europe, leur premier métier, c'est pas de faire du sulfate d'ammoniac, c'est de faire du caprolactam, qui est utilisé pour les plastiques. Et le fait, quand on est rentré dans la crise du Covid, il y a eu beaucoup moins, il y a eu une grande crise sur le marché automobile, donc beaucoup moins de commandes de plastique, donc beaucoup moins, à la fin, de production de sulfate d'ammoniac également. Donc on voit que tout était calé sur tous les produits azotés pour avoir une tempête parfaite par la suite. On a eu cette crise qui a été aussi accentuée par des événements climatiques, la sécheresse que j'évoquais tout à l'heure en Espagne ou en Allemagne, mais on a eu aussi l'ouragan Ida aux États-Unis. Et par exemple, sur l'ensemble des tonnes qui avaient été faites en morte saison et vendues aux États-Unis, les plus grands producteurs là-bas ont déclaré force majeure sur tous les achats qui avaient été faits entre juin, pour des livraisons juin-septembre. Donc d'un coup, ça a remis à zéro le taux de couverture, les gens devaient racheter ces tonnes à des prix bien plus élevés. On avait cette tempête parfaite pour une explosion des prix des engrais, et arrive à ce moment-là la crise de Nord Stream 2. Pour rappel, 80% du prix de l'azote, ça dérive de l'ammoniac, et c'est déterminé par le prix de l'énergie. Donc ça a affecté en premier l'Europe de l'Ouest et la mer Noire, parce qu'on est dans des zones à gaz cher. On a eu une baisse drastique de la production en Europe, dans un marché qui était déjà en retard et qui était structurellement short. Tous les bassins de production n'ont pas été affectés de la même manière. Il est évident que pour un Russe, pour un Nord-Africain, pour le Golfe Persique ou pour les US, ils ont un prix d'énergie extrêmement bas comparé au nôtre. Donc eux, la production est très facile à prévoir, ils font des marges énormes aujourd'hui, mais ça veut aussi dire que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une inélasticité de l'offre. Ces gens produisent déjà à fond, à 110% s'ils peuvent, parce qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cette manne d'élasticité qu'on peut avoir avec l'OPEP, par exemple, à essayer de les inciter à produire plus. On a eu aussi, sur le secteur de nos engrais, une concurrence d'autres marchés. Par exemple, pour l'AdBlue, ça s'est fait à basse durée. Pour tous les producteurs de résine, de colle, de contreplaqué, tous ces industriels se retrouvaient aussi à vouloir acheter de l'urée, mais les marges commerciales sont plus importantes que dans le secteur agricole, et donc ça a participé également à la hausse structurelle des prix de l'urée et de l'azote. Et il y a eu des facteurs aggravants, c'est notamment les barrières non tarifaires qui ont été mises en place par la Chine. C'est très important, par la Chine, par la Turquie ou encore par la Russie, à l'époque, qui a mis des quotas à l'export. Ça, c'est très important parce que vous avez une relation qui se vérifie toujours. C'est plus la Chine exporte, plus ça fait baisser le prix moyen mondial de l'urée. Moins la Chine exporte, plus les prix vont monter. Et arrive là-dessus la guerre Russie-Ukraine. Donc, c'est le paroxysme. On se retrouve en plus à perdre, perdre, c'est un grand mot, la production russe. Ça représente à peu près 20% des flux maritimes d'urée dans le monde. Ça représente aussi 20% des flux d'ammoniac dans le monde. Et là, vous avez un effet ciseau, parce qu'avec l'ammoniac, on produit aussi d'autres engrais azotés. Ça a eu un effet aussi de contaminer le DAP, parce que si l'ammoniac monte, ça augmente le coût pour tous les producteurs de DAP. Et en plus, ces producteurs sourçaient en très grande partie, par exemple l'OCP qui consomme 6000 tonnes par jour d'ammoniac, sourçait 50% de ces tonnes en mer Noire. La solution azotée, quand vous combinez l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, ça représentait 35% du marché. Je vais venir maintenant aux perspectives de la campagne à venir, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, vous voyez, qui sont similaires. Ce qui s'est passé il y a pile un an, on est en train de le revivre à nouveau. Les grands drivers, c'est le gaz et la crise énergétique qui est haut. Donc on a depuis 2 semaines, 3 semaines, tous les nitratiers européens qui tombent comme des mouches. Ils doivent choisir s'ils produisent à perte, ou alors s'ils tournent à une production minimum, ou alors s'ils arrêtent l'usine, ou tout simplement, avec le prix des gaz, je vous rappelle, le TTF est monté extrêmement haut. Ils pouvaient aussi, tout simplement, en regardant le prix des fertilisants, même en se disant, si jamais je vends de l'urée 200 € de plus, est-ce que c'est pas plus rentable pour moi de revendre mes couvertures en gaz ?
Même si vous voyez des fluctuations de gaz, on est dans une phase critique où les nitratiers ne peuvent pas redémarrer tout seuls. Donc les perspectives, c'est les mêmes que ce que j'évoquais précédemment, c'est qu'on va avoir le seul fertilisant disponible, ça va être l'urée, on a une explosion de la demande en urée, donc ça veut dire que c'est haussier pour l'urée, c'est haussier pour la solution azotée, et dans une moindre mesure pour le sulfate d'ammoniac, parce que ce sont les seuls 3 fertilisants azotés disponibles. Donc ce qu'on peut vous affirmer aujourd'hui, c'est que même si on avait des marchés très fluctuants depuis le début de la campagne, on est quasi certain chez nous que les marchés vont demeurer haussiers jusqu'à décembre minimum. En France, on pense qu'on va importer 30 à 35% d'urée en plus, au Royaume-Uni 50%, en Allemagne 50%, en Pologne 200%. En Europe centrale, on estime que ce sera entre plus 150 et 300%. Et pour le moment, les courbes se vérifient. Le rythme d'importation correspond exactement à ces projections. Il y a d'autres points importants, c'est que vous avez, bien sûr, l'urée va remplacer en partie les nitrates, mais pour tout l'urée imprégnée, vous avez la production ne peut pas compenser tous les nitrates qui se font en France ou en Europe, parce qu'ils ont une capacité de production et d'imprégnation limitée qui est déjà quasiment à saturation. Donc on entre typiquement dans une phase de décorrélation entre le prix des engrais et le prix des céréales. Donc ça va être un moment difficile. Aujourd'hui, l'urée vaut entre 920 et 940 € à la palisse. On estime, je peux vous garantir qu'on verra de l'urée au-dessus de 1 000 €. Aujourd'hui, l'Europe est couverte à hauteur de 35%. Le timing est aussi essentiel. Ça arrive à un moment, avec ce taux de couverture à l'entrée du 4e trimestre, où justement tous les marchés sont actifs en même temps. Il n'y a pas un marché, le Brésil va rentrer actif, la Chine aussi, l'Europe aussi. C'est un moment où, quand vous avez un taux de couverture aussi bas, évidemment, sur les 3 prochains mois, les gens paieront la hausse parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'entre pas encore dans une phase où on peut se permettre de faire une impasse ou de détruire de la demande. Si cette hausse arrivait en fin d'année, ça pourrait être le cas. Vu le taux de couverture, les hausses seront payées. On va avoir donc une volatilité très forte. Comme le précisait, mais je reviendrai sur le tour de table, on va voir des origines beaucoup plus exotiques. Parce que, comme l'Europe va payer des prix beaucoup plus hauts, à des moments, ça va permettre à d'autres origines de pouvoir pénétrer nos marchés. Et il y a un point que je développerai donc plus tard, ça va être l'aspect logistique. C'est le point central des 4 prochains mois. Parce que augmenter autant la demande d'un coup, on va arriver à une saturation des ports. Je vais m'arrêter là pour ne pas être en retard. Merci à tous.